et à la fois ambitieux et urgent. Ambitieux parce qu'il nous invite à sortir du regard tourné vers nous-mêmes, pour embrasser une perspective globale, géopolitique, stratégique. Urgent parce que le monde bouge, et bouge très vite, et souvent sans nous. Par exemple, l'intelligence artificielle, qui fait partie des thématiques de l'intervention du conférencier. La numérisation des rapports sociaux et économiques. L'émergence de nouvelles puissances. Les reconfigurations diplomatiques. Les crises environnementales. Les enjeux migratoires et identitaires. Tous ces bouleversements nous interpellent. Nous interpellent dans un contexte. Et dans son contexte, quelle voie pour un petit État insulaire, le nôtre? Quelle diplomatie? Quelle stratégie d'influence? Quelle vision du monde devons-nous porter en tant que nation indépendante, souveraine et jeune? Ces questions méritent une analyse rigoureuse et éclairée, et c'est pourquoi nous sommes particulièrement honorés d'accueillir aujourd'hui un intellectuel engagé, un acteur politique de premier plan, Monsieur Saïd Hamada. Monsieur Saïd Hamada est une figure bien connue dans les cercles politiques français, notamment pour avoir été député à la suite de passion, vraiment. Et puis aussi un engagement politique qui le passionne tout autant. La France et les Comores toujours en perspective. Personne ne sera surpris après qu'il ait pu devenir le père de la Chambre de commerce franco-comorienne. Monsieur Saïd Hamada commence sa vie professionnelle après sa formation à l'ENA comme directeur des services territoriaux en France. Dans la même période, il est élu conseiller à la mairie de Marseille. En 2017, il est élu député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui est le 8e secteur de Marseille. En 2022, il est nommé sur décret présidentiel le président Macron, directeur national des territoires français d'outre-mer et de la mobilité. D'ailleurs, c'est en cette qualité qu'il est avec nous aujourd'hui. En décembre 2024, le président Macron lui décerne les signes du chevalier d'honneur et du mérite national en reconnaissance de son engagement au ministère des Outre-mer. Je souligne ici une particularité significative en termes de parcours couronné de succès. Succès et réussite à l'ENA, je l'ai dit. Le mandat électif en tant que conseiller et député, je l'ai dit. Nomination sur décret à un poste stratégique, la direction occupée aujourd'hui. Reconnaissance par la France du travail accompli par l'attribution de l'insigne que je viens d'évoquer. M. Saïd Hamada est un expert de la finance et un politique engagé. Aujourd'hui donc, en tant que directeur de cette agence, nous l'accueillons aujourd'hui. En somme, M. Hamada partage avec nous une sensibilité profonde pour les Comores, pour son histoire, son avenir et sa place dans la communauté des nations. Il est venu aujourd'hui, non pas pour nous faire la leçon, mais pour partager une réflexion, ouvrir un débat, semer une graine d'ambition géopolitique dans les esprits de notre jeunesse universitaire. Mesdames et messieurs, merci de lui faire un accueil chaleureux, merci d'écouter avec attention, d'interroger avec exigence et surtout faire vivre cette pensée stratégique dans notre pays qui est en pleine émergence. Cette cérémonie va se dérouler selon le programme suivant. Amandemana Westana Daiva, et Babanajib Lawale Daoulin, Dr. Iburwani Tabib, Katsiva, Aoudou, Wahazi, Wamjiri, Rantidjana, Aoudé, ils ont représenté au Mwakiliva, les chefs de cabinet et Madame Ashata, Ikao, de Tekeliza Kalima, la head of management, la directeur de l'université, Adzina, la aide d'Amo, l'Omjuhan Vanuleo, Aoude Amuntsaroni, Alici Marfala, Helika Olulo, la Madame Achata, Léo Akatio, le conférencier, les
la parole pour la conférence. J'aurai l'honneur d'animer et de modérer cette conférence. Merci à vous. Madame la chef. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, assalamu alaikum. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur le site universitaire de Vouni, un site emblématique de notre université qui accueille la majorité de notre population étudiante. Avant tout, permettez-moi de transmettre les excuses du recteur, le docteur Iboura Ali Tabib, actuellement en déplacement à l'étranger, ainsi que celle du docteur Saïd Hassan Mohamed, président du conseil scientifique, qui assure l'intérim du recteur, mais n'a pas pu être parmi nous ce matin en raison d'obligations d'enseignement. Je suis très honorée de prendre la parole en ce jour important pour ouvrir cette conférence qui marque le lancement officiel d'un cycle de conférences universitaires initié par notre institution à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance des Comores. Je tiens à saluer la présence de nos invités d'honneur, Madame Sitou Radat Mohamed, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté des Comores, Monsieur Ludovic Kamchan, attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France, les doyens des facultés des lettres et sciences humaines et de droit et sciences économiques, les chefs de département, nos collègues enseignants, chercheurs, et surtout, vous, chères étudiantes et étudiants, à qui cette conférence est dédiée. Je profite également de l'occasion pour adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr célébré lundi dernier. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir M. Saïd Hamada, natif de La Réunion, d'origine comorienne, ancien député de l'Assemblée nationale de France 2017 à 2022, qui a mené une remarquable carrière politique et professionnelle en France. Il est actuellement directeur général de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Il vient aujourd'hui nous entretenir sur un thème majeur, l'évolution des relations internationales. Quelle place pour les Comores? Un thème qui nous concerne tous et qui ouvre la réflexion sur le rôle de notre pays dans les dynamiques internationales actuelles et futures. Chers étudiants, sachez que la participation à ces conférences, comme celle-ci, est un prolongement essentiel de vos études. Ces rencontres vous offrent des idées nouvelles, vous permettent d'approfondir vos connaissances, d'élargir votre vision du monde et parfois vous découvrir des vocations. Quel que soit votre... La parole à M. Saïd Hamada pour la conférence. Je pense que je vais me lever comme ça, tout le monde pourra me voir. Mesdames et messieurs les responsables de l'université, très chers invités, éminents responsables de ce pays, étudiantes et étudiants ici, nombreuses et nombreux, merci de votre présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je remercie la présentation du secrétaire général éloquente. Je tenais à préciser au moins une chose, c'est que je parle ici en mon nom personnel, non pas en tant que responsable de l'agence pour la mobilité. Et je tenais aussi à vous dire que c'est vraiment dans une position d'humilité que je me présente à vous. Parce que vous seriez tenté de dire pourquoi est-ce que Saïd Hamada, franco-comorien, même s'il est comorien, vient nous dire ce que doivent faire les Comores demain ou qu'est-ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre là-dessus? Très honnêtement, je n'ai rien à vous apprendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des clés, des outils pour comprendre comment est-ce que le monde bouge et pourquoi est-ce qu'il bouge de cette manière-là. Vous aurez d'autres clés de la part d'autres personnes, vos fundis, vos enseignants, votre expérience personnelle, les voyages que vous ferez qui vous aideront aussi à comprendre ce qui se passe autour de nous. Et puis ce que je vais essayer aussi de faire, comme je pense que le font aussi vos enseignants, c'est d'aiguiser votre sens critique. Que vous n'ayez pas à considérer que ce que l'on vous dit, ce qu'on vous assène est une vérité absolue, mais qu'à chaque fois vous ayez le réflexe de dire ça c'est sa position, quelle est la mienne? Est-ce que je la partage? Est-ce que je ne la partage pas? Et si oui, non, pourquoi est-ce que je la partage? Pourquoi est-ce que je ne la partage pas? C'est ce qui fera de vous demain, et c'est pour ça que c'est pour moi un honneur d'être devant vous, des responsables de ce pays, et des responsables avertis de ce qui se passe ici, mais aussi de ce qui se passe autour de ce pays. Comme le disait le secrétaire général tout à l'heure, le monde bouge vite. Vous suivez comme moi l'actualité. Il se passe des choses dans ce monde qui ont un impact et qui auront un impact pour les Comores extrêmement important. Extrêmement important. Et un pays comme les Comores, un pays comme le nôtre ne peut pas se payer le luxe de ne pas anticiper et se préparer à ce qui se passera demain. C'est une option qui, pour nous, est inenvisageable. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence. J'espère qu'il y en aura d'autres, avec d'autres éminents conférenciers qui pourront vous amener aussi des éléments de compréhension pour vous aider à prendre les bonnes décisions lorsque vous serez en responsabilité pour que ce pays continue à être un pays et surtout continue ou commence à se développer et à suivre la voie que vous aurez décidée, parce que, je le répète, l'avenir de ce pays vous appartient et c'est à vous de décider dans quelle direction vous souhaitez qu'il aille. Donc pour entamer peut-être cette conférence, après ces propos liminaires, puisqu'on parle de relations internationales, donc de relations entre nations, de relations entre États, donc déjà sur la définition de qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce qu'un État, on pourrait y passer au moins 2 ou 3 conférences. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même un vrai sujet. Qu'est-ce qui définit une nation indépendante? Qu'est-ce qui définit un État? Quelle est la différence entre un État et une nation? Vaste programme. Mais peut-être vous dire que ce qui a façonné le monde tel qu'il existe aujourd'hui a beaucoup évolué. Vous avez certainement suivi des cours d'histoire pour savoir quels ont été les grands blocs, comment est-ce qu'ils ont pu se développer ou au contraire régresser. On a eu des empires, l'Empire ottoman, l'Empire d'Alexandre le Grand, qui aujourd'hui n'existe plus, en tout cas pas tel qu'ils existaient à l'époque. Et donc l'évolution de ces empires, qui sont ensuite devenus des nations, à l'époque où ils sont nés, ou en tout cas dans une époque plutôt éloignée, la logique de survie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais moi en tant que nation pour continuer à survivre ou à vivre en tant que nation en protégeant mes ressortissants? C'est ce qui a guidé beaucoup de guerres, d'annexions de pays qui étaient aux alentours, tout simplement pour assurer une sécurité qui avait pour objectif, comme je le disais, notamment de survivre, qui avait aussi pour objectif d'assurer, parce qu'on veut vivre, d'assurer un approvisionnement sécurisé. C'est ce qui a expliqué qu'on aille annexer des villes ou des pays parce qu'elles avaient un accès à la mer, lorsque nous, on n'avait pas un accès à la mer,
C'est ce qui a pu expliquer que l'on ait pu aller coloniser des pays qui ne nous appartenaient pas pour avoir accès à des richesses que l'on n'avait pas et pouvoir continuer à produire des draps ou je ne sais quoi sur des pays, notamment des pays dits développés aujourd'hui. Et puis il y a eu ce qu'on appelait des guerres de religion, qui souvent d'ailleurs n'en étaient pas, parce que la religion a souvent été un prétexte pour mener une guerre, mais qui ont pu expliquer ou justifier le fait qu'on aille annexer tel ou tel pays. Quand je dis annexer, pour ceux qui n'auraient pas la maîtrise de ce mot, c'est aller prendre possession d'un pays, quel qu'il soit. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en période récente, avec la Russie et l'Ukraine. Les ressorts de ces annexions, de ces guerres, de ces alliances, parce qu'il y a aussi eu des alliances pour faire en sorte que l'on sécurise son territoire. Il y a eu des mariages, des ententes, genre de contrats entre les pays, pour que ces pays continuent à exister. Ce fonctionnement-là, d'aller annexer des pays, de se développer, de pousser ses frontières, c'est un mouvement qui s'était arrêté ces dernières 200 dernières années. Pourquoi est-ce que ce mouvement s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné pour dire non, on est assez grand, on arrête de se développer, ou est-ce qu'il y a eu autre chose derrière? Je pense qu'il est intéressant de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces pays ont arrêté de se développer, ont arrêté, ou en tout cas ont moins fait la guerre qu'auparavant? Et ça, partagé par à peu près tous les pays à la surface du monde. À mon sens, c'est l'analyse que je fais, et vous pourrez la questionner, et peut-être aller voir d'autres personnes qui vous donneront d'autres clés de répartition. À mon sens, il y a trois raisons principales. Il y a d'abord le coût de ces guerres, parce que ça a souvent été des guerres. Plus on avançait dans le temps, plus les technologies évoluaient, et plus il était possible de faire des morts de manière extrêmement importante dans le camp adverse. On passait de 200 000 personnes qui étaient tuées dans les plus grandes guerres au Moyen-Âge à aujourd'hui, on peut dans le récent, on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à plusieurs millions de morts. Et donc le coût de la guerre humain devenait de plus en plus important, et donc il était de plus en plus difficile pour ces pays de lancer une guerre pour s'accaparer des richesses. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. On en reparlera parce que c'est un élément aujourd'hui qui est questionné. Deuxième élément, c'est la notion de droit humain. Au fil du temps, et notamment avec le siècle des Lumières en France, est apparu, et en tout cas s'est imposé le fait qu'il y avait des choses que l'on ne pouvait plus faire, notamment l'esclavage. Je prends cet exemple-là parce qu'il nous parle plus particulièrement. Il n'était plus possible d'avilir des hommes ou des femmes, de le considérer comme des animaux ou des biens qu'on pouvait s'échanger ou acheter pour aller produire du cacao, du café ou de la canne à sucre. Ça, c'est une notion qui, il y a 400, 500 ans, n'existait pas. Et donc, cette notion-là a freiné une partie de ceux qui, à un moment donné, se disaient il faut continuer à produire, j'ai besoin de main-d'œuvre facile, et cette main-d'œuvre, je l'achète, je la vends, je l'exploite. À partir du siècle des Lumières, en tout cas, c'est une notion qui s'est imposée, le fait de respecter la dignité humaine et de considérer qu'un homme, une femme, d'où qu'elle vienne, avait non seulement le droit d'exister en tant qu'être humain, mais de être respectée en tant que telle et avoir les mêmes droits où qu'elle soit sur la planète. Ce mouvement-là a pris du temps à émerger. Et il est questionné encore aujourd'hui, beaucoup de pays ne pensent pas que ce soit un droit universel. Si l'esclavage de masse a disparu, l'esclavage, lui, existe toujours. Ce n'est plus un grand marché international, mais cette notion de remise en cause, ou en tout cas d'inégalité entre les personnes selon qu'elles aient une couleur ou une autre, existe encore aujourd'hui, donc ce n'est pas un combat qui est complètement gagné. De la même manière, le fait que des femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes,
Ce n'est pas non plus une notion qui est partagée partout dans le monde. Et même dans les pays développés, qui ont porté cette idée, et je pense à la France que je connais bien, les femmes ont acquis le droit de vote en 1944. Il n'y a même pas 100 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en France, vous avez des personnes qui vivent, des femmes, qui sont très âgées, mais qui sont nées à une époque où elles n'avaient pas les mêmes droits, où elles n'avaient pas la possibilité de voter, ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Donc cette notion de droit humain a freiné cette deuxième raison qui fait que ce mouvement-là de guerre, d'annexion de pays, etc. a été freiné à partir du moment où on adhérait à cette notion de droit humain. Troisième raison, et qui est une raison extrêmement importante, c'est les ressorts économiques qui sous-tendaient tout ce dont je vous ai parlé. Quand je vous disais que les pays allaient annexer ou s'emparer d'autres pays pour des besoins économiques, ça a très souvent été la raison principale. Avec une logique qui était de dire, une logique mercantiliste. C'est-à-dire qu'ils se disaient, je devais, moi, dans mon pays, être le plus autonome possible, produire le plus de biens possible dont ma population a besoin, et ce qui est en excédent, le vendre éventuellement à d'autres pays. C'était la logique qui a sous-tendu quasiment, enfin en tout cas le fonctionnement de l'économie pendant très longtemps. C'est une logique d'accumulation. Accumulation de richesses, accumulation de territoires pour accumuler ces richesses, détention de ports de commerce pour justement maîtriser ces richesses, etc. etc. Cette théorie, parce que c'est une théorie, a été remise en cause au XVIIIe siècle. XVIIIe, XIXe siècle. Par une théorie qui a commencé à poindre et qui s'est assez rapidement imposée, qui est le libéralisme. Et vous avez des économistes, et vous pourrez vous référer à eux si vous souhaitez, qui ont théorisé le fait qu'il n'était pas nécessaire d'aller annexer des pays pour s'enrichir. Ce qui était une idée complètement nouvelle. Et donc vous avez un courant, le courant des classiques, des économistes classiques, c'est Malthus, Ricardo, qui ont développé ces théories. Jean-Baptiste Sausset, qui était connu notamment pour la main invisible, je ne sais pas si certains ici ont fait de l'économie, considérait que si on laissait l'économie faire, une sorte de main invisible assurait le fait que les richesses seraient bien réparties et que tout le monde, au bout du bout, deviendrait riche. D'autres ont développé cette même théorie, mais au niveau international, avec ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que moi je produis tel produit, toi tu produis un produit B, moi je produis un produit A, et donc si on échange le produit, on sera gagnant tous les deux. Cette théorie-là, rapidement s'est imposée, et a été la base du commerce international moderne. C'est ce qui a aussi poussé les pays à se dire, ben, finalement, je n'ai pas besoin moi d'annexer un autre pays, si je produis, je me spécialise dans tel ou tel domaine, j'arriverai à faire en sorte que mon pays se développe, j'irai acheter ce que je n'ai pas, mais je vendrai ce que l'autre n'a pas. Et des puissances économiques se sont développées comme ça. Si je prends la période récente, regardez l'histoire de la Corée du Sud. La Corée du Sud, ce n'est pas un grand pays. Plus petit que la France, pour de 50 millions d'habitants, en superficie beaucoup plus petit que la France. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, ils sont entre la 10e et la 15e place des pays les plus riches, parce qu'ils ont fait des choix stratégiques qui les ont imposés à la surface du monde. Tout le monde connaît ici les Samsung, moi j'en ai un. Ça vient de Corée du Sud. Et donc ils sont développés, ils se sont spécialisés dans un domaine, et sont devenus les leaders au niveau mondial, et ont pu comme ça se développer. Ça a été le cas dans les périodes plus anciennes pour l'Angleterre, parce qu'elle maîtrisait les ports et parce qu'elle s'était spécialisée. Et il y a eu comme ça des mouvements de richesse selon les choix stratégiques qui étaient faits, bons ou mauvais. On arrivait à tirer sur les pattes du jeu, ou au contraire, le pays s'appauvrissait. Ça a été, il faut bien entendre, parce que c'est remis en cause aujourd'hui, je vais l'expliquer, que ça a été
un des principaux ressorts du fait que la plupart des guerres se sont arrêtées. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer mon propos. Fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a fait la guerre à peu près à tout le monde. L'Allemagne et la France sont des pays qui sont limitrophes, ils ne veulent plus de guerre. Qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? C'est de créer une alliance économique. L'Union européenne que l'on a aujourd'hui, la genèse, la première décision qui a été prise, a été de créer une union économique. La CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. Ça a été le premier acte fondateur de ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui. Le premier acte fondateur pour deux pays qui avaient fait la guerre, qui s'étaient entretués, des millions de morts. La première décision, ça a été une alliance économique. Et donc il faut bien, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect économique et sur l'importance d'ailleurs des théories économiques, pour ceux qui ont fait l'économie, moi j'en ai fait, et de leur influence dans la réalité. Et beaucoup d'économistes ont eu une influence extrêmement importante. Je prends l'exemple de Keynes, keynésianiste, John Maynard Keynes, qui a été économiste anglais, et qui a été à la base de la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre. Le plan Marshall, qui a été lancé par les États-Unis pour reconstruire l'Europe, l'initiative de ce plan, la genèse de ce plan a été pensée par Keynes. Pour la petite histoire d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de plan Marshall pour illustrer l'aide internationale, il nous faut un plan Marshall, il nous faut un plan Marshall. Il faut savoir quand même que le plan Marshall, c'était un prêt, c'était pas une subvention. Les Américains ont prêté de l'argent à l'Europe pour se reconstruire et ont récupéré cet argent avec intérêt. Donc il faut aussi se souvenir de ça. Ce qui fait la transition avec un autre élément qui me paraît important de dire ici. C'est la très grande majorité des pays travaillent pour eux. Les Américains travaillent pour les Américains, les Allemands travaillent pour les Allemands, les Russes travaillent pour les Russes, les Anglais travaillent pour les Anglais, etc. etc. Il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on est citoyen d'un pays, que de se dire que lorsqu'on a à avoir des relations internationales avec un autre pays, il faut avoir conscience qu'il va chercher son intérêt, comme vous allez chercher le vôtre. La question c'est, est-ce que son intérêt est compatible avec le mien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais il ne faut surtout pas attendre d'un pays tiers le développement des Comores. Le développement des Comores ne sera possible et réalisable qu'à partir des Comores, et pas qu'à partir de ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont dans ce pays. Il ne viendra pas d'ailleurs. Il ne viendra pas d'ailleurs. Dans les relations que vous aurez à instaurer avec les pays tiers, il faudra avoir ça en tête. Que ce pays-là, même si c'est un pays ami, son mandat, le mandat qui lui a été confié par ses concitoyens, c'est de défendre les intérêts de son pays et de ses concitoyens. Il y a quand même des exceptions à la règle, mais en tout cas, il faut adapter un peu ce que je dis par rapport à un ou deux éléments que je vais vous donner. C'est que l'état des relations internationales aujourd'hui, en tout cas l'état du monde, justement pour favoriser l'essor économique, avait besoin de deux choses. D'abord, de développer ce qu'on appelle de la coopération internationale, avec des organisations internationales notamment qui se sont créées un peu partout dans le monde pour favoriser le commerce. Partout dans le monde. L'Union européenne en est une. Avant d'être une union politique, c'était d'abord une union économique, comme je l'ai dit, parce que la CECA s'est développée. Et avant qu'on arrive à aujourd'hui à un organe politique, ça a d'abord été une union économique. Et c'est à peu près à partir du traité de Maastricht que les choses ont changé. Mais tous les pays, en Amérique, vous avez une organisation aussi entre les États-Unis et les pays limitrophes. Vous l'avez aussi en Chine, vous l'avez en URSS, vous l'avez dans la zone, COMESA, COI, etc., pour favoriser les échanges commerciaux. La zone, c'est plutôt la COMESA que la COI. La COI, c'est encore autre chose. Donc cette coopération internationale était importante parce que lorsqu'on voulait échanger, commercer, etc., on voulait choisir avec qui on voulait le faire. Et donc, on choisissait des pays, à nulle part, pour travailler ensemble, avec des facilités avec ses amis qu'on n'accordait pas à d'autres. Ça, c'est la coopération économique. Et puis, on avait besoin aussi d'avoir une stabilité. La stabilité va souvent avec la paix, pas forcément.
pas forcément. Un pays stable n'est pas forcément un pays qui est bien dirigé. Mais si on veut avoir un monde économique qui fonctionne, il faut que le pays soit stable. L'une des meilleures manières d'assurer la stabilité, c'est souvent d'avoir quand même un pays en paix où les fonctionnements démocratiques fonctionnent, enfin, les gens peuvent voter, choisir leurs dirigeants, etc. Ça assure une stabilité. Je disais les exceptions au principe dont je vous parlais tout à l'heure, notamment sur le fait que les personnes travaillent pour eux, etc. Il y en a deux notoires, en tout cas deux courants. Le premier, c'est celui qui est incarné, ou qui était incarné, parce que je pense que maintenant on va parler au passé, par les États-Unis. Les États-Unis ont souvent été appelés les gendarmes du monde. Parce qu'ils venaient au moment où un pays était en guerre ou en crise pour assurer la paix et restaurer un ordre démocratique. En tout cas, c'est ce qui était dit et raconté. Dans le détail, quand vous regardez la manière dont se sont fait les choses, souvent vous apercevez que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut avoir ces aspects économiques en tête, que souvent les raisons d'intervention américaine étaient des raisons économiques. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Irak dans les années 90, la chute de Saddam Hussein, ou l'intervention dans certains autres pays. Et puis il y a un autre courant, qui est plutôt représenté par la France suite à la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, les droits humains dont je vous parlais, où là, on n'est pas en réaction, parce que quand on pense incarner être les gendarmes du monde, c'est souvent en réaction à des guerres ou à des conflits, mais en anticipation, pour donner à ceux qui habitent cette terre, quelque part, ou assurer, promouvoir en tout cas le fait que les droits humains soient respectés partout de manière universelle. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément partagé. Ça arrive de plus en plus, mais ça reste un combat, et tous les jours vous avez soit des retours en arrière, soit des avancées, et heureusement il y a plus d'avancées que de retours en arrière. Ce courant-là est plutôt représenté par la France. D'assurer les mêmes droits, le droit de vote, le droit de l'éducation, droit au logement aussi. Ce type de droits, ce qu'on appelle les droits humains, qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus partagés dans le monde, grâce à des personnes qui ont été convaincues par l'intérêt d'avoir ces droits humains. Ce qui ne veut pas dire que, à partir du moment où vous avez le droit de vote, vous devez voter comme les Européens votent, en tout cas pour avoir un système démocratique tel qu'il existe en France ou ailleurs. Mais tout simplement donner le choix, donner la possibilité à celles et ceux qui habitent ces différents pays d'avoir le choix, tout comme aux Comores, d'avoir le choix de ses dirigeants. Ça, c'est un droit humain fondamental, qui, s'il n'est pas assuré, assure à coup sûr le délitement du pays. Donc il y a eu il y a encore aujourd'hui ces deux courants. L'actualité récente a montré quand même que ce qu'on pensait acquis, l'ordre du monde tel qu'il existait depuis au moins 50, 60, voire 100 ans, aujourd'hui est remis en cause de manière extrêmement importante et de manière très brutale. De manière extrêmement brutale. La notion même, ce qui sous-tendait les échanges économiques entre les pays aujourd'hui, est remis en cause par le principal acteur, les États-Unis. Les États-Unis sont revenus à une sorte de protectionnisme de fonctionnement, de retour à des théories mercantiles, c'est-à-dire l'échange de biens et de marchandises en disant ben, je gagne si tu m'achètes plus et je perds si c'est l'inverse. On est revenu à ça, ce qui est à l'opposé de toutes les théories économiques qui ont été développées depuis cette époque. Le dernier exemple en tête, c'est que les Comores appartenaient à l'AGOA, en tout cas faisaient partie de 38 pays qui étaient exonérés de droits de douane s'ils voulaient exporter aux États-Unis. Je pense qu'on n'exporte rien aux États-Unis, en tout cas, on faisait partie de ces 38 pays depuis quelques jours, exactement. On a imposé aux Comores des droits de douane qui veulent exporter aux États-Unis de l'ordre de 10%, il me semble. Ce qui est complètement ridicule. Pour un pays pauvre comme les Comores, on commence à un pays pauvre, ça n'a aucun sens économique, aucun sens. La logique de Trump, vous comprenez en matière économique comment il fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je regarde quels sont les échanges avec la France, avec la Chine, etc. Et si ce qu'on appelle la balance commerciale est déficitaire pour moi, c'est-à-dire si
la Chine importe plus de produits que moi j'exporte en Chine, je vais imposer des droits de douane à la Chine plus importants. C'est ça, ça veut dire. Sauf qu'il oublie plusieurs choses. D'abord, dans les échanges entre les pays, il n'y a pas que les biens, il y a aussi les services. Et les services aujourd'hui ont pris une place extrêmement importante. Tous ici, on utilise des services internationaux gérés par des entreprises internationales. Ces entreprises, elles sont extrêmement connues, ce sont ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Partout dans le monde, ces entreprises existent. Et tous, on utilise au moins une de ces applications. Et dans ces GAFAM, si vous regardez bien, la seule entreprise qui vend encore des biens et pas juste des services, c'est Apple. Tous les autres, Amazon, Google, etc., ce sont des services. Ce n'est pas matérialisé, vous ne pouvez pas le toucher. Ça, Trump l'a complètement sorti. Et puis, il y a un troisième élément dans les relations internationales, ce sont les capitaux. Dans toutes les bourses du monde, il y a des capitaux étrangers. Vous, ici, si vous avez les moyens, vous pouvez tout à fait acheter des actions en bourse à New York, à Paris, à Londres, et détenir une partie du capital de ces entreprises-là. Ça, ce sont des échanges internationaux. Trump a complètement oublié qu'ils existaient, ou en tout cas, ne l'a pas mis dans son scope, en tout cas dans sa manière de voir la chose. C'est vous dire que le libéralisme, en tout cas, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'être dans le système libéral. En tout cas, je dis que ce qui était ou sous-tendait tous les échanges internationaux jusqu'à aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs décennies, voire centaines d'années, est en train de péricliter parce que le principal acteur le remet en cause dans ses fondements même. Il parle même de réduire la consommation, bon ça c'est pas lui qui dit, mais c'est son administration, de réduire la consommation de biens et services, c'est-à-dire que la société de consommation telle qu'on la connaît serait, si on continue dans cette voie, serait appelée à disparaître. Et donc si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer en matière économique, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions si on veut continuer à commercer, à échanger avec d'autres pays, parce que les règles sont en train de changer. Les règles sont en train de changer. Quel sera l'impact de ce que décide Trump aujourd'hui? Personne n'est capable de dire. Personne. L'Europe n'a toujours pas trouvé la bonne réponse, s'il y a une bonne réponse, puisque ce sont les principaux pays attaqués, mais il n'y a pas que, la Chine aussi, qui a commencé à réagir en disant mais nous aussi on va augmenter les droits de douane. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais en tout cas ça a été la première réaction. Et donc, ce que se disent les États-Unis en fait, c'est quoi? C'est qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment grands pour n'avoir besoin de personne. Suffisamment puissants pour tout produire chez eux. Et que s'ils doivent commercer avec un autre pays, ça doit être gagnant pour eux. Leur logique aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce qu'elle survivra? Est-ce qu'elle durera encore même une semaine? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que la crédibilité des États-Unis au niveau international a été entachée pour au moins 100 ans. Aucune puissance étrangère aujourd'hui qui avait l'habitude de discuter avec les États-Unis dans plein de domaines, y compris la défense, ne considère aujourd'hui que les États-Unis sont un partenaire fiable. Personne. Et donc ça, c'est un élément important. Parce que les États-Unis, gendarmes du monde, assuraient une certaine sécurité avec des accords de défense avec certains pays. Et je vous dis tout de suite, l'actualité qu'il va y avoir très prochainement, ça va être la question de Taïwan et du comportement de la Chine par rapport à Taïwan qui va vouloir récupérer cette île. Que font les États-Unis? Ben, je peux vous dire que s'ils bougent, ce sera uniquement pour des raisons économiques. Et que s'ils défendent Taïwan, Taïwan va le payer financièrement extrêmement cher. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils bougent. Et donc ça, c'est un autre élément qui change aujourd'hui dans l'environnement international, c'est celui de l'annexion de pays qui ne nous appartenaient pas. Cette notion-là avait disparu, en tout cas de manière massive, comme je vous le disais, parce qu'on ne voit plus d'intérêt à aller faire des guerres qui coûtaient cher pour prendre un pays, s'enrichir alors qu'on peut s'enrichir autrement. Aujourd'hui, la question de l'annexion de pays frontaliers se pose à nouveau.
la question même de l'existence, ou de la véracité, ou comment dire, du respect des accords de défense des différents pays les uns avec les autres se pose. Se pose vraiment. Lorsque vous voyez que la Russie annexe, en tout cas tente d'annexer l'Ukraine, après avoir déjà pris possession de la Crimée il y a quelques années, et que le monde, l'Europe au premier chef, est incapable aujourd'hui de l'empêcher de le faire, tous les pays, y compris les pays africains, du Sahel et compagnie, se disent, mais en fait, gendarme du monde, Organisation des Nations Unies, etc., tout ça, ça ne sert à rien. Même lorsque justement la prise du coup d'État au Mali, etc., l'organisation à laquelle le Mali, la CEDEAO appartenait, la CEDEAO a gonflé les bras, je crois que c'est Ouattara. Il dit, oh non, mais il faut que vous sortiez, sinon on va intervenir. On intervient dans une semaine. Une semaine après, rien ne s'est passé. Non, c'est dans 3 jours. 3 jours après, il y a rien eu. Les choses se sont arrêtées. La CEDEAO a perdu toute sa crédibilité. Et c'est ce qui se passe avec notre organisation, qui était censée être là pour protéger, assurer aussi des intérêts économiques, mais aussi pour protéger en cas de conflit. Et je ne suis même pas sûr, si on repart de l'Europe avec l'OTAN, parce que les États-Unis sont le principal bouclier, je veux dire, en tout cas, et financier, et en termes de moyens militaires, etc., bouclier qui aidait en tout cas les pays européens à assurer leur défense. Si demain un pays de l'OTAN était attaqué, aujourd'hui en tout cas, les États-Unis n'interviendraient pas malgré leur accord et leur appartenance à l'OTAN. Et donc, ce qui était encore inimaginable il y a quelques années, est aujourd'hui devenu possible. Et ce problème-là se pose notamment pour les petits États. Parce qu'il est plus facile de prendre possession de petits États que de grands pays. Et donc, il va falloir qu'on se pose quand même la question de savoir quels seront les comportements de ceux qui nous entourent. Est-ce qu'ils resteront vraiment des pays amis ou dans cet environnement-là, est-ce qu'ils n'auront pas envie de prendre possession des Comores? Je n'ai pas la réponse, je pense que ça n'arrivera pas. Mais lorsqu'on réfléchit à l'avenir, il faut s'y préparer. On ne peut pas considérer que grâce à Dieu les choses vont bien se passer, personne ne viendra. Non. On est obligé de se préparer au pire, c'est ce qui permet d'éviter la guerre et d'éviter les conflits. Et se préparer au pire dans cet environnement international, c'est se préparer à des attaques extérieures. Qu'est-ce qui se passera si ça arrive, peu importe le pays? Qui viendra aider les Comores? La question se pose. Et donc, avant de passer sur plus particulièrement les Comores et comment est-ce que nous on peut jouer une carte dans ce monde qui est en train de bouger. Je veux dire que ce qui se passe aujourd'hui a quand même, de la part des États-Unis, il y avait quand même des prémices, des signes. Les États-Unis n'ont jamais adhéré à la CPI, la Cour pénale internationale, à tort ou à raison. On ne rentre pas dans le débat, parce que c'est un débat. Mais ils ont toujours considéré que ce qui concernait les Américains, les intérêts des Américains, n'était défendu que par les Américains et que ne se soumettrait à aucun ordre international, y compris à l'ONU. Le fait de ne pas adhérer à la Cour pénale internationale, c'est une chose. Mais remettre en cause les décisions de la Cour pénale internationale, c'est en une autre. Poursuivre les responsables de la CPI, c'est encore aller plus loin, parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense que vous êtes informés de ça. Et donc il y a eu des signes, différents signes, qui ont montré que, je parlais de la Crimée tout à l'heure, les pays européens ont été annexés, la CPI, etc., qui ont montré qu'il y avait quand même, commençait à y avoir des failles. L'arrivée de Trump, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une histoire, d'une certaine histoire, mais c'est le fruit d'une histoire. Et Trump aux États-Unis, ça peut être aussi des Trump partout dans le monde, avec la même vision et cette même idée de rapport de force. Je t'impose ce que je veux parce que je suis plus puissant que toi. Ça, c'est quelque chose qui, dans les relations internationales, mis à part 2 ou 3 pays, existait peu. Cela risque de devenir la règle. Donc ça, il faut aussi l'intégrer lorsqu'on est un petit pays. Et donc, pour passer sur les questions des Comores, parce qu'on parle de relations internationales. Et après, je pense qu'on vous laissera évidemment poser des questions, parce que je pense que c'est important.
Dans cet environnement, au vu de ce que je vous ai dit, si là maintenant vous mettez avec une feuille de papier, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut poser déjà certaines évidences ou certaines contraintes qui s'imposent à nous quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas un grand pays qui pouvons peser sur les grandes décisions qui se font dans le monde. On a la possibilité de le faire, mais pas de la manière dont les grands pays le font. Donc il faut déjà intégrer le fait qu'il y a une asymétrie entre nous et la plupart des pays du monde, parce qu'on fait partie des petits États. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont des... comment dire, ils sont dans des situations très très différentes. Dans l'océan Indien, on a notamment les Seychelles, Maldives. En Europe, vous avez Monaco, Liechtenstein, etc. Le Suisse même, qui peut être considéré comme un petit État. Donc il y a des petits États qui jouent une carte forcément un peu différente. Mais il faut intégrer le fait déjà qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire que souvent, les Comores vont discuter avec plus puissants qu'eux. Va rarement être d'égal à égal. Très rarement. Ça, il faut déjà l'intégrer. Déjà commencer à esquisser une solution. Ce qu'il faut intégrer aussi, c'est que... Vous écoutez souvent d'ailleurs des discussions comme ça ici ou à Marseille. À Marseille, il y a évidemment beaucoup de Comoriens. On disait, mais ça y est, quand tu discutes avec Macron, avec les ministres, etc., il faut faire ci pour les Comores. La plupart des Français, et même la plupart des habitants dans le monde, ne savent même pas que le Comore existe. Non, mais il faut... On a l'impression qu'on est au centre du monde, que tout le monde sait ce qui se passe au Comore. Je vais raconter une petite histoire sur un reportage qui avait été fait aux États-Unis il y a quelques années, où on demandait... Alors, ils connaissaient la France, hein, on disait, la France dans le monde, c'est où? 99% des Américains ne savent pas situer la France sur une carte du monde. Si vous demandez aux Américains, pas où sont les Comores, est-ce que vous connaissez les Comores? 99% des Américains ne savent pas que les Comores existent. Ça, il faut l'intégrer. Non, mais il faut... Peut-être que c'est un peu choquant ce que je vous dis, mais... C'est une réalité. Ceux qui ont l'occasion de voyager, quelques responsables ou anciens responsables politiques ici, pourraient vous le dire. Moi, j'ai discuté avec un responsable politique, justement, qui avait fait, parce que je lui disais ça, il me disait, tu sais, moi, j'ai fait mes études en Tunisie. Il ne savait même pas que les Comores existaient à l'époque, c'était il y a 15 ans. Et les Comores étaient musulmans, il lui a même posé la question, mais quand tu fais la prière, tu fais la prière en arabe. La réalité, c'est ça. Donc ça, il faut l'intégrer. Personne ne se préoccupe des Comores. C'est pour ça que je dis que le développement de ce pays ne passera que par les Comoriens et personne d'autre. Personne d'autre. Sur cette question de symétrie et de ce qu'il faut intégrer. Ce qu'il faut intégrer quand on a un petit pays, c'est le fait que l'intégration régionale, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Peu importe comment le monde va bouger, en matière économique et même en matière de défense, contrairement à ce que peuvent penser les États-Unis, même pour eux ça va être difficile, jamais au Comores on aura toutes les universités ou toutes les études possibles, toutes les formations possibles, la production de tous les produits fossiles qu'on consomme tous les jours. Ça n'est matériellement pas possible au Comores. Donc ça veut dire qu'on aura l'obligation, et ce n'est pas un choix, d'aller chercher ces produits ou ces services ailleurs. Et donc l'intégration régionale, au moins avec les pays de la zone, je ne parle même pas d'autres pays, est indispensable. Donc lorsqu'on parle de relations internationales pour les Comores, il faut déjà intégrer le fait de travailler avec les pays de la zone. Une autre logique lorsqu'on parle de coopération dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut coopérer et il faut se spécialiser. Un peu comme la Corée du Sud l'a fait. Il faut choisir les domaines dans lesquels on veut investir, dans lesquels on veut être excellent. On ne pourra pas être excellent dans tous les domaines de la production agricole, voire de la production industrielle, ou de la production de services. Ce n'est pas possible. Il faut choisir des domaines dans lesquels on veut exceller et acheter le reste. Ce choix-là, c'est vous qui le ferez, en tout cas ceux qui dirigeront ce pays. Mais il va falloir faire ce choix. Et donc, quels sont nos atouts? Une fois qu'on a posé ces contraintes, quels sont nos atouts
pour arriver à continuer, en tout cas à commencer à peser et à peser de plus en plus. L'évolution du monde fait que tous les pays s'interrogent sur les accords qu'ils ont aujourd'hui et les endroits où ils vendent ou ils achètent. Tous les pays. Tous. Si la situation continue à se dérouler tel que Trump l'a décidé, il y aura de moins en moins d'échanges avec les Américains, et même si les pays le voulaient, la population des pays européens, russes, chinois, indiens, etc., diront à leurs dirigeants, on ne souhaite pas continuer à commercer avec les Américains, il faut trouver des alternatives, il faut aller ailleurs, parce qu'on n'a pas confiance. Ce qu'on va dire aujourd'hui, demain va être remis en cause, donc on ne va pas prendre le risque. Et donc ça veut dire que les pays aujourd'hui vont se réinterroger sur les alliances et vont chercher de nouveaux partenaires. Cette intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce sont les acteurs qui ont fait en sorte qu'on puisse l'utiliser. Aucun pays n'a pris d'avantage stratégique dans l'intelligence artificielle. Aucun. Dans l'utilisation, dans ce qu'on peut en faire. Pour après pouvoir vendre éventuellement les images. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer encore avec l'intelligence artificielle, parce qu'on est au tout début. Aucun pays n'a pris d'avantage stratégique. C'est-à-dire que les Comores, si nous faisions le choix ici de dire qu'on va choisir comme spécialité en matière de services industriels, technologiques, l'intelligence artificielle et mettre tous les moyens pour pouvoir être des experts dans ce domaine, très rapidement on deviendrait une référence au niveau mondial. Il n'y a pas de référence au niveau mondial en matière d'intelligence artificielle. Il n'y en a pas aujourd'hui. Tout est à construire. Tout. Et donc là, on a potentiellement un avantage stratégique. Alors ça ne concerne pas que les Comores. Tous les pays sont au même stade que nous. Mais si on fait ce choix-là, on pourrait éventuellement tirer notre épingle. Et puis il y a un troisième élément qui est un atout. C'est que quand on parle de relations internationales, il n'y a pas, et en tout cas de moins en moins, uniquement des relations entre États. Je parlais tout à l'heure des grandes entreprises, les GAFAM, Google, Amazon, etc. Elles sont souvent bien plus puissantes que les États. Et donc dans les relations internationales, il faut l'intégrer. Mais ce qui nous est spécifique à nous, la diaspora, c'est autre chose, c'est la diaspora. La diaspora comorienne est un atout que peu de pays ont. Il y a plus de Comoriens à l'étranger que de Comoriens dans le pays. Et si je prends que l'exemple de la France, on a non seulement une diaspora importante, il y a plus de Comoriens à Marseille qu'à Cameroun, mais qui a des moyens financiers, qui a un niveau d'études important, qui a une technicité importante. Et au niveau mondial, très peu de pays ont cet avantage comparatif. Très peu de pays. Très peu de pays ont autant de ressortissants à l'étranger que les Comores. On doit être dans le top 5. En part relative, on est dans le top 5. Et donc cet avantage-là aujourd'hui, cet avantage comparatif, que d'autres pays n'ont pas aujourd'hui, il n'est pas exploité. Il n'est pas exploité. Donc ça c'est un outil pour les Comores qui aujourd'hui pourrait lui permettre de faire la différence. Pour ce qui est des autres atouts, mais vous le connaissez déjà avec les points, je les compare par rapport à d'autres pays, avant de vous laisser la parole. On n'a pas ce que beaucoup de pays du Sud ont, pas de guerre de religion. Il n'y a pas de guerre de religion au Sud. Il faut regarder les pays qui nous entourent, souvent c'est le cas, et il n'y a pas non plus d'ethnie, c'est-à-dire de classement entre les personnes en fonction de leur naissance. Ça, c'est un atout aussi pour notre pays qui nous rend plus agiles et qui est un facteur de stabilisation. Et je ne parle même pas du fait que, culturellement, il y a un mélange commun qui existe, à mon sens, nulle part ailleurs, qui fait qu'on pourrait être des caméléons dans à peu près tous les pays de la zone, qu'ils soient francophones, anglophones, pays d'Afrique, Madagascar, etc., ils pourraient être autant à l'aise. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays. Ça, c'est aussi un avantage important. Donc, je m'arrête là parce que les atouts des Comores, vous connaissez bien mieux que moi. J'ai dressé un peu une cartographie de la manière dont les choses évoluent au niveau international. Je terminerai juste mon propos en vous disant que
vous êtes responsables de ce qui se passera dans ce pays. La politique, ce n'est pas un milieu d'initiés, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. La politique, on en fait tous les jours. La politique avec un grand P, je ne parle pas de politique politicienne, je ne parle pas de... Mais on en fait tous les jours. Parce qu'on milite dans une association, parce qu'on travaille, qu'on amène aussi l'économie à son pays, parce qu'on a des engagements, parce qu'on défend des positions, etc., etc. Et donc l'avenir de ce pays dépend de vous. Et je le répète encore une fois, même si je le répète trop, ça dépendra uniquement des Comoriens. On peut travailler avec des amis, que ce soit des ONG, des pays, etc. Mais si on n'est pas capable de leur dire quelles sont nos priorités, ne vous étonnez pas ensuite que l'on parle d'ingérence ou de choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, la balle est dans votre camp. Sur ce secrétaire général, je pense qu'on peut laisser la parole à l'Assemblée. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était un honneur pour moi de discourir devant vous. De passer la parole à l'assistance, évidemment, on y aura des questions, je suppose. Nous avons l'honneur d'accueillir dans cette assemblée le professeur Sultan Chouzour, le professeur Kefal Madi, l'ancien ministre Mohamed Daoud, l'acteur politique M. Razila. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir parmi nous le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. L'exposé et puis d'autres que, je m'excuserai, je ferai le temps de me citer. On a suivi énormément d'interventions ici. A été extrêmement large sur les relations internationales. Je ne veux pas refaire ce que l'exposé de messieurs Saïd Amada. Nous avons tous apprécié, il parle à son nom propre, puisque j'ai eu un petit peu... J'ai été trop vite de dire qu'il est là en tant que directeur général de la mobilité, mais il a rectifié en précisant qu'il est là et qu'il parle à son nom au personnel et l'humilité qu'il a eu. Le bâtonnier également, qui est là. Voilà. Donc cette humilité-là, et puis aussi de rappeler dans les enjeux concernant les relations internationales que dans les évolutions en perspective des relations internationales, la place des Comores dans cette marche du monde qui est obligatoire. Et il a eu la présence d'esprit de rappeler que tout ne dépend que de nous. La base des relations internationales, ce sont des enjeux économiques. Il a évoqué également l'affaiblissement du rôle que pouvait jouer à un certain moment ce qu'on appelait le gendarme du monde. Et puis les Comores. Je viens de le dire, tout ne dépend que de nous. Il a montré la symétrie des relations. Il a évoqué également, parmi les solutions, ce sont les atouts, l'intégration régionale, la coopération et la spécialisation dans la coopération. L'exemple de l'accord du Sud a été évoqué. Voilà, je ne vais pas être très long, je vais passer la parole à beaucoup d'entre vous. Nous allons prendre d'abord une série de 5 questions, et puis on verra par la suite. Écris ton identité, on prend les questions. Vous êtes qui ça? Ali, Atchula. Puis vous arrivez. Ensuite, Ibrahim. Ensuite, Habibou. Vous êtes? Ok. La déléguée nationale de la série Ivoirienne, mais je vous prie vraiment d'être attentifs puisqu'il y a trop de mouvements, on n'arrive pas trop à se concentrer. Vous qui vous levez là-bas, essayez de respecter un petit peu l'assistance, essayez de vous calmer. On prend la question de mademoiselle Zahal. Mesdames et messieurs, honorables assistants, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Madame Zahal, je viens de l'Angola, je suis étudiante en droit et droit. Alors, ma question ici, c'est par rapport aux relations
moi le président, puisque c'est l'autorité habilitée à faire ces relations, appose sa signature. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le peuple, quand je dis le peuple, je parle du Parlement bien sûr, n'ont pas un mot à dire pour que cette signature commence à produire ses effets? C'était ma question, merci. Ibrahim Benami. Merci, monsieur le modérateur de la conférence, de m'avoir passé la parole. Et merci encore à l'assistance. Monsieur Amada, je suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. D'abord, j'ai une question, une remarque à faire par rapport à votre exposé qui a été si riche. J'ai retenu dans votre exposé l'importance de l'économie dont il a misé beaucoup par rapport à un développement de la pays. On pourrait juger ça comme la dernière du pays. C'est l'économie. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez parlé des pays, l'Érythrée, le Taïwan, l'Ukraine, et ainsi de suite. Je veux vous laisser vous en tant qu'origine comorienne. Votre stratégie, votre contribution qui pourra aider notre pays à atteindre un de vos soucis que vous avez énuméré sur votre exposé, surtout dans le sens de l'économie, sans la restitution de notre île comorienne de Mayotte. Question qui déstabilise, donc vous avez énuméré la stabilité, l'importance de la stabilité des pays. Et ça qui fait un point de déstabilisation de notre pays, qui déstabilise encore notre économie. Donc vous avez beaucoup martelé par rapport à votre exposé. Vous, en tant qu'origine comorienne, parlez de tous ces pays, Taïwan, l'Ukraine, ignorant les Comoriennes de Mayotte. Ça m'a écœuré un peu, monsieur Amada. Merci. Monsieur, mademoiselle c'est bon. D'accord, la définition c'est c'est Hamid, je pense, Hamid Youssou, c'est ça? Ma question se pose plus précisément sur l'importance des relations internationales. Du fait que, il vient d'être explicité bien brièvement et bien noté que les États-Unis, de ce fait, depuis, on va dire, ces quelques décennies, se montrent comme étant capable de se suffire par lui-même. Et de ce fait, vous avez dit notamment que, en tant que pays en voie de développement, que peut-on faire pour arrêter cette hémorragie? De ce fait, nous, en tant que Comoriens, qui n'avons ni usine, ni faculté de permettre à un blocage d'un pays qui peut notamment nous faire rayer de la carte en se disant que peut-on faire en tant que pays et citoyen de Comores? Tout d'abord, je remercie le modérateur
Ensuite, je vais répondre à la question, selon ma compréhension, quelle place pour les Comores à l'évolution des relations internationales? Pour moi, je pense que la place des Comores est à être imposée par les dirigeants. C'est le dirigeant même en question qui peut donner la place aux Comores dans le monde, dans les relations internationales. Pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui regardent le Burkina Faso actuellement, qui cherchent à faire des bonnes relations économiques avec lui, notamment la Russie et d'autres pays que j'ignore. Pourquoi? Parce que le président qui est là, il est patriote, il veut le bien-être du peuple. Donc pour moi, la place des Comores à l'évolution des relations internationales dépend uniquement des dirigeants des Comores. Ça dépend des personnes parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui ont les signatures. Alors, je vais repartir encore sur quelque chose que vous avez représenté, c'était les Comores, c'est un petit pays. En fait, c'est un état d'esprit. Mais il n'y a aucun petit pays du monde. Quand je dis les Comores, ce n'est pas un petit pays, pourquoi? Parce que nous avons le même statut dans les accords des Nations Unies. Les Comores ont le même statut que la France, que la Réunion, que le Burkina Faso, que l'Afrique du Sud, qu'ainsi de suite. En fait, nous avons des présidents comme la France, comme les États-Unis, comme tous les pays du monde. Là, la question n'est pas que c'est un petit pays, non. Les dirigeants de ce pays, en fait, est-ce qu'ils sont là pour le peuple comorien? Parce que des fois, moi, je me demande, très réellement, est-ce que ce sont des Comoriens qui dirigent le pays, en fait? Parce que c'est un petit pays. Nous avons la capacité, vous voyez comment je parle, il y a beaucoup de Comoriens, des étudiants qui sont là, qui peuvent parler bien français. On peut s'adapter, vous l'avez dit. Nous sommes très intelligents. On est capable de faire tout ce qu'on peut, mais la question, c'est des barrières de l'État, avec leurs intérêts que nous ignorons. En fait, c'est à eux de décider. J'ai aussi la question. Moi, je vais vous demander quelle attente que la France attend des Comores, en fait. Depuis 50 ans d'indépendance, que la France est là avant même 50 ans, qu'est-ce que la France a fait et qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qu'elle espère avoir aux Comores? Qu'est-ce que la France espère avoir aux Comores depuis 50 ans d'indépendance? Les relations que nous avons depuis des années, qu'est-ce qu'on a gagné de la France? Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons, moi j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays africains et j'ai vu des Comoriens qui se font tuer dans les mers, notamment la mer de Zouani, Mayotte. Non, ce sont des questions, mais je vais éclairer parce que lui, il est d'origine comorien, mais il était représentant de la France à l'Assemblée nationale française. Donc je prends cette occasion pour éclaircir certains points. Il y a beaucoup de Comoriens, même actuellement, qui risquent leur vie pour aller dans notre pays. Donc, et je crois que ces situations, c'est la France qui a imposé ça. Pourquoi? Parce qu'il a limité l'État comorien de ne pas avoir de relations bilatérales. C'est une question. La France, pourquoi la France a limité l'État comorien d'avoir des relations avec la Russie, avec l'Europe? Notamment, l'exemple en est qu'on n'a pas des ambassadeurs au Comores. On n'a que la Chine, on n'a que la France, on n'a que l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas des ambassadeurs au Comores. Pourquoi? Parce que la France a limité que vous n'avez pas le droit d'avoir des relations avec la Russie. On prend la dernière question de cette série de Mohamed Hassan. J'ai l'obligation de rappeler ici qu'il ne s'agit pas de venir ici et étaler une tribune politique. C'est Gamed a précisé tout à l'heure, après mon erreur, qu'il est là en son nom personnel. Je l'avais présenté en tant que député de l'Assemblée nationale. Je l'ai présenté en tant que directeur général de la mobilité dans les Outre-mer. Il a précisé que je suis là, je parle à mon nom. Donc il ne s'agit pas d'une tribune politique ici. On va essayer de modérer les passions et les émotions, être dans une conférence scientifique qui se déroule à l'université des Comores. Nous sommes dans le cadre universitaire. On est installé. Asma Jimmy Caino, à l'université
tamu karma de Mahmoud Moussa la sahaba de Komoro. Yabili Gamishon Marhaba exposé à Fado Banou Yansan député de Ramada. Ikao pour moi, ikana c'est le chikikia za nadimu hapa relation internationale. Ya Raru na bona hatu moderne ya mdadona mau université. Kainiti mimbari ya revendication. J'ai eu des débats avant de la mandat sur la Madjane. Comme modèle exemplaire comme vous voyez. À la fois, moi, oui, le monde le monde bouge. Oui, le rapport de force, il y a trop impose. Ça, comme nous disons, donc, il y a des pays plus avancés. Il y a place de l'eau avec conséquence de la civilisation à soi commun. Il y a une civilisation comorienne qui est là aussi là derrière les 5 et nous on a un poids. Il y a économie, c'est pas qu'à réaliser la multinationale, les entreprises, les États. Parce qu'il y a dans une place, il y a une civilisation comorienne par rapport aux enjeux économiques et les idiots. Alors, il y a obligatoire pour l'accepter et l'appliquer. Merci. La première d'abord sur le président qui signe et ensuite, si je l'ai compris, comment on est sûr que ce qui a été signé ensuite est mis en place, etc. Ça, c'est le fonctionnement des institutions. Normalement, les anciens parlementaires qui sont ici, l'action du gouvernement est contrôlée par le Parlement. Il y a l'exécutif, il y a le législatif. Le législatif contrôle l'action du gouvernement qui a été élu, enfin en tout cas, président élu, désigne des personnes, font partie du gouvernement, et ensuite le Parlement, régulièrement, avec la loi de finances, mais aussi avec des enquêtes parlementaires si on le souhaite, peut contrôler ce que fait le président. Ça, c'est la théorie. Après, il y a la pratique. Dans la pratique, je le disais tout à l'heure, de la même manière que je disais que le développement des Comores passera par les Comoriens, la situation actuelle, que ce soit aux Comores ou dans les autres pays, dépend d'abord des ressortissants de ces pays-là. Tous les pays qui ont connu une évolution importante, constitutionnelle, changement de régime, etc., ces changements-là, printemps arabe, etc., se sont faits parce que la population de ces pays l'a voulu. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, si vous souhaitez que les parlementaires jouent leur rôle de parlementaires, si vous souhaitez que le pays aille dans telle direction ou une autre, c'est aux Comoriens de prendre cette décision. C'est aux Comoriens de le faire. Et donc il y a peut-être cette prise de compte, parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a une dichotomie, on considère qu'il y a les dirigeants qui dirigent, et puis nous on regarde de l'extérieur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, ou dans d'autres d'ailleurs, parce qu'on a la même problématique en France pour les personnes qui ne vont pas voter. Et qui après se plaignent, oui mais on est maltraité, etc. Mais est-ce que tu allais voter? Non. Alors pourquoi tu te plains? Alors, souvent le chemin est difficile. Je ne dis pas que c'est simple. Mais ce sont des règles de base, que j'appelais tout à l'heure les droits humains. Si vous ne les exercez pas, vous n'avez pas de droits humains. Il faut déjà les exercer. Avant de faire les procès ou d'aller dire, ouais, mais lui a fait ci, tel pays a fait ça, tel pays. Mais dans ton pays, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses changent ici? Et cette question, tous les pays se la posent, tous les habitants dans tous les pays se la posent. C'est comme ça que des partis politiques naissent, c'est comme ça que des révolutions naissent, c'est parce qu'à un moment donné, les gens se sont dit, on va se réunir pour que les choses bougent. Et elles ont bougé. Je vais venir sur la question notamment de, je vais parler de relations avec la France de manière plus générale. On parle de Mayotte, c'est une vieille histoire. La chance d'avoir ici l'ambassadeur Chauzour, que je salue. Pour son expérience, il pourrait vous dire aussi beaucoup mieux que moi quelle est l'histoire, parce que vous n'étiez pas nés, moi non plus, au moment où les choses se sont décidées, se sont passées, et comment elles ont pu évoluer. Ma petite histoire, je ne citerai personne, mais je vais vous dire ce qui s'est passé lorsqu'en 2018, je suis arrivé pour la première fois ici, j'étais élu député, première fois, donc grand accueil, etc. Donc j'ai vu beaucoup de monde. Je rencontre des députés de l'opposition. Il y a un échange parlementaire, je rencontre des parlementaires, que ce soit la majorité de l'opposition. Je me suis toujours refusé, même avant d'être député, alors que ça a été demandé, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, j'étais président de la Chambre de commerce franco-comorienne, je faisais beaucoup d'allers-retours. À l'époque, Elba qui était en responsabilité, m'avait demandé de me rejoindre, etc. J'ai toujours refusé de faire la politique à partir de là-bas.
Justement parce que je pense que ce sont ceux qui habitent ici qui doivent la décider. Et même si on est Comorien, on n'a pas le droit de décider de ce qui se passe ici si on ne vit pas ici. Donc à l'époque, j'avais rencontré des parlementaires. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut que la France nous aide à sortir ce dirigeant parce que ça ne nous convient pas, etc. Et là, je les regarde, vous êtes en train de demander à un parlementaire étranger, même s'il est d'origine comorienne, d'intervenir financièrement, militairement pour déloger un dirigeant, c'est ça? Et en même temps, vous dites dans les radios, France a fait que c'est terminé, on est indépendant, etc., etc. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'avenir ou le devenir, l'évolution de ce pays dépend d'abord de ceux qui sont ici, qui le dirigent, qui ne le dirigent pas, en tout cas qui sont ici. Et c'est là où je dis qu'on a un problème, collectivement. On peut me demander plein de choses et on peut faire le procès de la France tous les 4 matins, mais ça ne pose pas de problème. Et je vous dirai ce que j'ai fait quand j'étais parlementaire par rapport à ce sujet. Mais il faut déjà être crédible quand on veut discuter. Il faut être crédible. Il faut déjà faire tout ce qu'on est capable de faire à son niveau pour après pouvoir dire aux autres, ben, maintenant venez nous aider. Mais on ne peut pas rester dans un fauteuil et dire qu'à le parlementaire, ça y est, la malade vient, on est dans sa maison, etc. Les choses se passent pas dans le pays. Un député vient, il faut appeler là-bas pour qu'il vienne déloger. Mais toi, tu as fait quoi? Le responsable de l'opposition, qu'est-ce que tu as fait pour les choses bougent? On ne peut pas demander en même temps à des pays, peu importe, France, Russie, États-Unis, etc., de nous aider si nous, on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes. Sinon, on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes. Le projet du développement des Comores, le projet politique des Comores, vous devez déjà le poser. Voilà ce qu'on veut. Et après, éventuellement, les personnes viendront vous aider. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Et sur la question de Mayotte, moi je dis de vous à moi, ça va peut-être vous choquer. Le problème, c'est pas Mayotte, pas française, pas française. Le problème, ce sont les morts qu'il y a entre Anjouan et Mayotte. Ça, c'est le problème. Quand j'étais parlementaire, j'ai poussé pour qu'il y ait d'abord une aide au développement pour les Comores qui ne soit pas de 5 millions, mais de 50 millions par an. C'est moi qui l'ai demandé, malgré tout ce qu'on a pu vous dire. C'est moi qui ai obtenu cette aide-là. Et le président Macron et les parlementaires à l'Assemblée nationale m'ont suivi là-dessus. Avec un argument qui était de dire on ne peut pas avoir autant des centaines et des centaines de morts dans le cimetière marin entre Anjouan et Mayotte. On ne peut pas assumer en tant qu'être humain, c'est pour ça que je parle de droit humain, le fait qu'il y ait autant de morts entre ce pays. Sur cette base-là, je demande 50 millions. Sur cette base-là, et dans la République, ce que jamais personne n'avait fait, avait assorti la feuille de route, je pense que Putain Chauveau pourrait s'en souvenir, mais aussi les anciens ministres. Une feuille de route qui disait qu'on va faciliter les échanges entre les îles, justement pour que les gens qui veulent aller travailler à Mayotte aillent travailler, ils reviennent, etc. Donc il n'y ait plus ces morts-là. Ça n'a pas été soutenu par les élus maoris. Mais on n'a pas eu beaucoup de soutien non plus des Comores, si on est entre nous, ce qu'on discute. On n'a pas eu beaucoup de soutien. On parle des Maoris ou surtout des Anjouanais qui vont là-bas pour devenir français, etc. Mais si vous regardez l'évolution des choses, il y a de plus en plus de Comoriens à l'extérieur, plus de Comoriens à l'étranger qu'à l'intérieur. Dans moins de 10 ans, il y aura plus de Français Comoriens que de Comoriens tout court. C'est ça la réalité des choses. Les choses se posent de manière différente, c'est ça que vous devez anticiper. À court terme, Mayotte est française, peut-être à long terme, peu importe, c'est pas moi qui vais décider. Moi, je ne suis plus parlementaire, je ne suis pas résident comorien. Et donc, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, ni d'un côté, ni de l'autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que soit on se dit que c'est une tare, on a récupéré Mayotte, etc., mais avec quel projet politique, même pour les Maoris, mettez-vous à la place des Maoris, vous allez leur dire quoi, moi? Devenez comorien, puis quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet pour les Maoris, pour les Anjouanais, pour les Moyens, etc. Tout le monde souffre, souffrez-vous tous les jours. Je veux dire, on va récupérer Mayotte. Mayotte française, je vous le dis, c'est un avantage pour le reste des Comores. Si vous l'utilisez de manière très cynique, à court terme, j'enlève le truc politique. J'enlève le truc politique. J'enlève le truc politique. Utilisez-le comme un atout, comme l'Allemagne et la France l'avaient fait à un moment donné. Coopération économique, moi j'ai discuté avec des acteurs économiques ici. L'aéroport international, il est ici, il n'est pas à Mayotte. Le grenier des Comores, c'est Moélie. Le pouvoir d'achat, il est à Mayotte. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Et après, vous en ferez un débat politique, c'est pas un problème. Vous voulez récupérer Mayotte, demandez-le. La France aura sa position, elle la défendra, peu importe. Moi, ce qui m'inquiète, et ce qui me met en rage, si vous voulez, depuis qu'on parle de cette histoire de Mayotte, c'est que je n'entends aucun dirigeant comorien
parler de ceux qui meurent entre un joueur et l'autre. Ils n'en font pas un sujet, ils parlent du territoire. Le territoire, c'est pas un sujet. Le territoire sont les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Vous en faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens ne meurent pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour que les gens ne meurent pas? C'est ça la question que je pose. Donc posons-nous les bonnes questions. Et après, on arrivera ensemble à trouver les solutions. Ce n'est pas les ennemis, les Français. Ceux qui m'ont formé, ceux qui permettent que la diaspora là-bas travaille, ceux qui forment ce que le groupe Wagner a fait en Afrique. Regardez. À un moment donné, il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous. La France ne sont pas parfaits. Et d'ailleurs, en France, je veux dire, on parle de la France, mais il y a 15, 20, 30 courants. Entre Marine Le Pen, Retailleau, les socialistes, les machins, ça bouge tous les 15 jours, etc. C'est ça qu'il faut intéresser. Il n'y a pas une France, il y a des France. Il y a 3 France. Au moins. Au moins. Et il y a la France des Comoriens. Et c'est pour ça que je parlais de la diaspora tout à l'heure. Je parlais de la diaspora tout à l'heure. On a des Français d'origine comorienne qui sont en France. Ils peuvent aussi avoir leur mot à dire sur ce qui se passe ici. Mais moi, je les connais. J'ai grandi avec eux. Tant que les Comoriens, c'est ce que je leur dis aussi, c'est pas aux Comoriens là-bas de dire comment les Comoriens doivent se développer ici. Si vous ne dites pas la diaspora, voilà ce qu'on veut, aidez-nous avec notre partenaire français pour qu'on y arrive, etc. Comment est-ce qu'ils vont comprendre ce que vous voulez? Mais à quel moment vous avez proposé ça à la diaspora? Qui a proposé quelque chose à la diaspora en disant voilà ce qu'on veut? Au contraire, on se méfie de la diaspora. Moi j'ai été président de la Chambre de commerce franco-comorienne. Je peux vous donner des exemples, une centaine de personnes qui ont été bloquées à la douane, bloquées parce qu'il y avait le président d'entreprise, bloquées parce qu'il y avait des monopoles, des personnes qui venaient avec leur argent pour investir ici. Il y en a tous les jours et ça continue encore aujourd'hui. On leur fait des difficultés, mais on n'en fait aucune des difficultés à des personnes qui ne sont pas comoriennes, mais qui veulent investir ici. Quand c'est des Comoriens, blocage. Et ça, vous l'expliquez comment? Et dire à vos frères, vos soeurs qui sont là-bas, qui veulent investir, qui veulent vous faire travailler, l'argent il va rester ici. Il dit non, on va le bloquer, parce que c'est un Comorien, on va le bloquer. Essayez de faire le faire. Vous voulez développer le pays comme ça? C'est à vous qu'appartient cette vision. Moi j'ai des idées, mais tant que je ne résiderai pas ici, je les donnerai. C'est à vous de produire ce pays. Dites-nous dans quelle direction vous voulez aller. À partir de là, on pourra vous aider. Quand je dis on, c'est tout le monde. C'est la diaspora, sur les pays étrangers, c'est la France, etc. Mais n'allez pas faire des procès de la France sur des sujets aujourd'hui qui pourraient être réglés bien autrement. Bien autrement. Vous êtes des Comoriens éveillés. Ne vous laissez pas dicter la manière de ce pays est dirigé. Et n'attendez pas des autres qui fassent ce que vous devez faire. Si vous avez un problème avec vos dirigeants, sortez de là. Allez leur dire. Nous allons prendre une deuxième série de questions. Le débat est animé, c'est la vie universitaire. Monsieur Abada, nous sommes sur un site qui abrite près de 5 000 à 6 000 étudiants. Ce site qui abrite 2 composantes, 2 facultés, la faculté des lettres et la faculté de droit. Je comprends que toutes les questions qui arrivent ici ont cette vocation-là, cette tendance-là à les titiller, les questions juridiques, la position, la place, etc. C'est tout à fait normal. Nous sommes au sein de l'université. Et l'université, ce qui fait l'université, c'est le débat. Donc nous sommes très heureux d'avoir des gens ici, des professeurs, des anciens ministres, des politiciens qui sont là, qui honorent ce débat-là. Nous avons l'honneur d'avoir le professeur Soudan Souzou. Je suis sûr qu'il prendra un mot. Deuxième, vous êtes monsieur? Pardon? Maître? Je prends des étudiants. Oui. Plus fort. Ensuite, Hassan Saïd. On commence par le professeur Chouzou. Salam alaikum. D'abord, je voudrais remercier monsieur le professeur, c'est Damada, que j'ai eu la chance de croiser dans les années 91-92 à Marseille, lorsqu'il travaillait pour le ministère du Chambre de commerce franco-comorienne. Et j'ai travaillé avec lui dans ce sens. J'ai malheureusement raté une partie de l'intervention, je suis un peu en retard.
je suis un universitaire et je suis de ceux qui ont aidé à la mise en place de cette université. Mais il se trouve actuellement aussi, je suis l'ambassadeur du Comore auprès des Nations Unies à Genève. Donc, je peux intervenir en tant qu'universitaire ou en tant que représentant des Comores aux Nations Unies à Genève. Je signale en passant que je suis aussi le doyen du corps diplomatique commun. Je voudrais intervenir sur seulement 2 points. M. Sédamada a eu raison d'insister sur l'importance que nous devons chacun, à notre niveau, nous devons jouer pour faire avancer le pays. C'est très important que nous ne disions pas chaque fois, c'est à l'autre d'agir par nous. Ça, c'est très important. Il a eu aussi raison de souligner les défaillances, les faiblesses des Comores en termes économiques, sociaux, diplomatiques. Il a bien raison et nous devons en être conscients. Mais je ne voudrais pas que les jeunes qui sont là quittent la salle avec le sentiment que, au fond, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans un pays qu'on ne connaît même pas. Je ne peux rien faire. Le pays n'a ni moyens, ni richesse, ni force pour se battre contre les autres. Et à quoi servons-nous et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce contexte? Et donc je voudrais rassurer quand même les jeunes qui sont là pour leur dire que c'est vrai, tout ce qui a été dit sur nos insuffisances sont vraies, mais nous avons aussi des atouts. Je commencerai d'abord par dire que les Comores ont pu gagner la bataille de l'indépendance. Ce n'était pas évident. Et pourquoi les Comores ont remporté la bataille de l'indépendance? Parce qu'il y a eu des Comoriens qui sont partis à Zanzibar et que les Zanzibar, ils ont su rallier la communauté internationale autour de leur cause contre la France pour accéder à l'indépendance. Donc on n'est pas complètement désarmés. Donc je voudrais que vous mettiez ça aussi dans la tête. Parce que nous avons aussi un atout aujourd'hui. C'est que nous sommes membres de plusieurs organisations internationales. Nous sommes membres africaines, de la Ligue des États arabes, de la conférence islamique, de la CELAC, de SLECAF. Et dans toutes ces organisations, les Comores ont le droit à la parole. Et il faut valoir leur position. Et vous savez comment les décisions sont prises sur le plan international? Ce sont les groupements régionaux qui travaillent ensemble pour arriver à des consensus. Et nous avons notre mot à dire là-dessus. Et donc nous avons aussi des moyens de peser en faveur de nos intérêts. Le Comore vient de rapporter une grande victoire au mois de février 2024 en accédant à l'OMC. Cela faisait 17 ans que les Comores se battaient pour être admis comme membre à part entière de l'OMC. Nous avons réussi. Moi j'étais en Belgique, je suis parti à Genève avec cet objectif. Et il a fallu 14 ans pour atteindre cet objectif. Et actuellement, il y a beaucoup de pays beaucoup plus développés que nous, comme l'Algérie, qui sont en train de se battre pour accéder à l'OMC. Donc nous ne sommes pas complètement désarmés, nous avons les moyens d'agir. Le débat de cette matinée n'est pas consacré aux relations entre Mayotte et les Comores, entre Mayotte et la France, entre les Comores et la France. Si j'ai le temps un jour, je pourrais faire une conférence là-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir discuté de ces problèmes avec les plus hauts responsables de la France. Avec Mitterrand, avec Stéphane Esser. Mitterrand avait dépêché ici à Moroni, s'il y a des Français qui connaissent qui était Stéphane Esser. J'ai eu l'occasion de discuter avec le Guérenco, l'ancien ambassadeur de la France aux Nations Unies à Genève. Et je signale en passant qu'en 1976, en février, les Comores ont réussi à porter plainte contre la France au Conseil de sécurité de la société. C'était la première fois que les Comores ont réussi à amener le dossier de Mayotte auprès du Conseil de sécurité. Ce n'est pas rien. Et si, à cette occasion, la France n'avait pas été condamnée, c'est parce que la France a usé et abusé de son droit de veto. Sinon, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont abstenus. Sinon, la Chine, la Russie ont soutenu la position communale.
Et tous les autres États non permanents avaient aussi soutenu la proposition des Comores. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Et je pense que autant la France revendique l'application du droit international, autant les Comores, nous devons le revendiquer. Et dans la bataille en faveur du droit international, ce n'est pas la France qui est gagnante, ce sont les Comores qui sont gagnants. Et je suis certain qu'au vu de l'évolution de la situation, nous allons gagner. Parce que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, nous avons adopté une position de compromis en disant que nous pouvons trouver une solution bilatérale. C'est une illusion, je pense. C'est une illusion. Mais peut-être que stratégiquement, c'est ce qui permet au moins d'avoir une certaine stabilité, puisque vous savez qu'en cas d'opposition frontale avec la France, ça crée également ici des problèmes de politique intérieure. Donc je crois que ce sont des choses qu'il faut aussi avoir. Pour terminer, je voudrais peut-être le rappeler pour faire baisser un peu le ton du débat. Nous sommes dans un monde universitaire, c'est normal que les options, que les avis se déclinent en toute franchise et sans toujours respecter les normes de la science. Je pense qu'il y a des fondamentaux que vous, étudiants en droit, si vous vous intéressez au droit international, vous devez connaître. C'est que le monde est quelque part organisé. Il peut y avoir des désordres. Le premier pas dans l'ordre mondial, c'est la conférence de Berlin. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cela. En 1885, les grandes puissances de l'époque, le Portugal, la Grande-Bretagne et la France et l'Allemagne, se sont partagés le monde. Et vous remarquez qu'à ce moment-là, on ne parle ni de la Russie, ni des États-Unis, qui étaient des pays pauvres, en 1885. La deuxième tentative de nouvel ordre mondial, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où ce sont les Russes et les Américains qui ont gagné la guerre. La France ne devait pas être invitée à la table des vainqueurs. Et ce sont les Russes qui ont été, De Gaulle, qui a été un grand politicien, il faut le reconnaître, un très grand stratège, à faire en sorte que par la suite, la France soit reconnue également comme puissance victorieuse et participer au partage du monde, mais au profit des États-Unis. Et le monde a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. On a parlé des États-Unis gendarmes du monde, non. Les États-Unis étaient les gendarmes de l'ordre qu'ils avaient institué. Pas pour les États, pour l'ordre que les États-Unis avaient institué. Maintenant, le monde a changé. La France, les États-Unis sont toujours là, bien sûr. Mais il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, qui sont en train d'émerger, qui sont devenus des grandes puissances économiques, financières et militaires. Les États-Unis n'ont plus le monopole de la force, de la violence, de la puissance économique, de la suprématie technologique et scientifique. Et voilà le problème. Si Trump agit comme il agit, c'est une façon de sauver les mains. Parce que la situation n'est plus favorable aux Américains. Tant que c'est eux qui vendaient le maximum, en utilisant de plus leur monnaie, ils étaient gagnants. Mais maintenant, les BRICS sont en train de s'organiser en disant qu'ils n'allons plus utiliser le dollar. Donc le monde change. Et la France et les grandes puissances doivent aussi comprendre cette évolution. Donc je pense que même les petits États, nous avons notre rôle. Et surtout, nous devons nous affirmer d'abord comme Africains. Parce que dans tout ce que je viens de dire, que ce soit après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit en 1985, l'Afrique a été la vache à lait. La mine où on va puiser les matières premières pour développer les pays occidentaux. Aujourd'hui, l'Afrique doit prendre conscience des réalités du monde et savoir que c'est l'Afrique qui a la richesse. Les autres ont la connaissance, mais nous avons la richesse, nous sommes conscients maintenant. Et je pense que après l'OIA, qui a réussi à faire triompher l'Afrique, en faisant accepter beaucoup de pays à l'indépendance politique, aujourd'hui, l'Afrique que vous devez construire, c'est l'Afrique économique et politique qui va prendre en main ses ressources et s'imposer comme partenaire international et ne plus être considéré comme le parent pauvre du monde.
Vous allez m'excuser, je ne voulais pas prendre la parole, je ne veux pas. Juste un petit mot. Je pense que la jeunesse qui est là, c'est l'intelligence du pays. Les enseignants que nous avons ici, en tout cas les personnes qui nous sont de mon âge, c'est la richesse du pays. Je voulais juste dire un mot, que Saïd l'a dit d'une autre manière. L'avenir vous appartient, demain vous appartient, vous la jeunesse. Vous laissez à la personne que je suis organiser à ma façon votre avenir, ou vous allez vous en occuper. Vous posez la question autrement, vous vous éloignez de votre avenir, vous vous éloignez de demain, et le jour où vous allez vous réveiller, on recommencera comme on joue. Alors essayez de voir les choses comme elles sont, pensez à vous, ne confiez à personne votre avenir, ne laissez personne organiser l'avenir, le vôtre, sans vous. Bon, merci tout le monde. Voilà. Dans ce temps de lecture du savoir, en présence bien sûr des étudiants, je recevais mes salutations souverainistes, panafricaines et patriotiques. Voilà. Avant de poser ma question, je ferai quelques commentaires. Suivant attentivement les explications du conférencier, le conférencier a balancé ici pour faire croire devant ce parterre d'étudiants que accepter que Mayotte soit cédée à la France sera une chance pour nous. Je pense que c'est trop. On ne peut pas accepter que notre territoire soit récupéré par la France dans la mesure où le droit international, comme M. Juson l'a dit, nous donne amplement raison. Accepter ça, c'est un délit même intellectuel, c'est une immoralité. Est mise en cause. Donc ça, j'aimerais que le conférencier sache ça. Il a osé encore dire ici que nous recevons, la France paye gratuitement 500 bourses. Mais, monsieur le conférencier, on a été colonisé. Est-ce que la France a payé? Non. Donc comme ce n'était pas, c'est pas tellement sûr, je voulais juste ajuster. Alors je viens maintenant à ma question intéressante. Géopolitique oblige, relations internationales oblige. Donc, et nous sommes dans un site universitaire, dans un temple de Thémis, donc nous parlons sans filtre, sans tabou. Alors, monsieur le conférencier a dit que le Messie des Comores, c'est le Comorien eux-mêmes. Ça veut dire qu'on ne peut pas, nous, attendre un développement qui vient d'ailleurs. Ça veut dire que nous avons besoin d'un développement endogène à partir de nous Comoriens. Alors, monsieur le conférencier, dans ce ordre nouvelle, est-ce que le monde multipolaire, est-ce que le choix multipolaire, ça veut dire le choix géostratégique et géopolitique, n'est pas une solution pour la vitalité de nos relations internationales? Bonjour. Merci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazama dati asdesheha tigri kodi yoro baba shizunu sha tikahanza hanzanie na lezi ngoro ngoro wangu yirungowe shikuma na kumi nyumba baba shizunu sha tikahanza ngorowe shikuma sasa Silungu amamdulo haruma kutubala juma ye conférence ya toba ni manama zukiwangu Saidama député, ancien député wa Faransa, de Faransa, Yalona Idara, Chaminisa et Faransa, agence de Trobert.
les relations et les sujets relations internationales. À la fois, les Umajalia, l'Alika, Wanazioni, l'Alika, Wasiasa, l'Alika, ma scientifique. Gamlongomano, Gawaji, Ziramovano, Zistemi. Hasotan, Sultan Chou, Fedouango, Jafari. Nana, ambassadeur Fabix, Nausei. Wanwao, Kamasteni London. Namnikao, Kamtaho, Wajuan Rekideshi, Ekani Rohan, Zenutu Zanane. Yekomori, Ranga Ukaya, Yeplas Mindini, Yahikomori, Armas de Relations Internationales. Relations internationales, Ikawe conférencier à Ukaya, Gassi Arma recomposition. Aruma une conférence exposée les relations internationales, Babina Somaholiko, il n'est pas bien souvent comme nous imaginons, Njamishia, Yafungua, et BRICS. Les BRICS, la séquence a une recomposition. ICAO, BRICS, il chamboulé les relations internationales. Ava, il y a un moment unipolaire, il y a un moment bipolaire, il y a un moment multipolaire. Il y a un moment où il y a les relations internationales, il y a un moment où 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 il y a relation au ilaka za dawla na dawla. Ewe sisi konjama za relations internationales hadi sonjia harumizo kwa redi ha dawla. Bengwa ngasi dawla mbali. Sha ngasi dawla. Alafu ngamuziso. Niamdo sami. Ngamuziso parce que pendant ukaya Yekomori ketuli da mungu kati wa komori babio kumindawe na mkudali. Surtout abokaya ndo waliobani kuthibitisha yao. Bon, mimi mtu partager l'expérience vécue dans upande huo, ben kwa mistake en tant que point de vue. Mistake, gentil d'accord. Henry kurabi ya hano yepua ya diaspora. Abonti na ujua Idawula haini wakati watingoha malipua ya diaspora haru ekonomia ya hensi. Ndudise na nione mndu amenda wa diaspora ya jabamu ya riunishie. Ndudise na mlabo kaya kutia mtango wa utanga uharimwa ya maendeleo ya hensi shada mililo banu na minalazimu mesenga mchangisa bisire sha oka wewe kutina shabido blona mbabio mtidaka. Alafu Kamanzo liwawishi wa Noron Yaukaya Abasa Ikomori Garidao Anikariwana Mzikivio Rika en l'état Harumori de l'indépendance Yahati parce qu'on voit qu'au Renga en Afrique au Renga aux années 60 15 ans après de la Janaka Renga Awonga Mchwanga Ukaya Mzi Wahamu Sutashuru Nwambikawa wa Renga indépendance waka en l'état Wahuwa katoa hao sisi richadeo na shababi wanama kabani hanguna wanashi wangu kartina excuse ya ukaan retard ya unchi ya d'une manière effective harma des relations internationales. Souveraineté, parce que c'est très important et moyo souveraineté ngazi jikombo wao harma ze kolonizo kwa uzonti alafu tikaanzani mzisi kwezi yesi si wa Komori yesi wanama wa Komori yenga tofanya ndongo hindini abaha riwona wezi jilio en Afrique nini ritike en retard hamando waze wa hatu wa en retard ya urenga independence yenga tofanya ndongo hindini abasa ili rienshi sawa no wana West Africa wa jikombo wao alafu ngamjuziswe spana hilo shana muzisa ulio untohama arifa untohauboni ye mtambo hindini utomu mtambia ya ukaya jikombo wa wedamino wana shiwangu ili rendesta wa nemwa na Burkina Faso rendesta wa nemwa na Senegal rendesta wa nemwa na Mali rendesta wa nemwa na Maroc yezo maana parce que fudo mchafari tu vois anambia tiredene hanabakaya tukuri par la tête haina shiwonao shoto amisaje itu
ils ont foutu un bien habillé. C'est le donc, avant, il m'a fait manawatu, waona chukumu nzio, waona chukumu nzio, maana hindi, dokaya imana mzee wangu shuzuru, yalenga independence, dabokaya hasomesiwa ni mkono, ce que c'est être libre, même si hakam colonisé. Shaham somesa ce que c'est que la liberté. Bahai hajua habakaya nyanzo. Yemi mziwa hamushizuru la l'autre manière leo. Yarenganya indépendance. Malgré na do fikiri bala wirengo ilinieshi yalinetize undo. Njenye shidomi mwana. Na jani wanao izo ni wanao leo. Yemi wangu shizuru munaenda ya longo hivi ikatila mziwa shizuru au ni kwanza maana mbona. Yaukaya yemanezi ekatina jukumu abasa ya uangalia emalezi hendi zevadori nyinyi mahundani mkono tingizo mbini kaolo ekatina jukumu ya uangalia emalezi ili rijuhe wana mawatoni rijuhe wana wa udafienti ali anemo dokaya rijuhe masitwaye maana ni citoyen mtu ana wajibu ya kuzitekeleza na haki ya kuzidai na mimi hena mnanichiwa nao leo msuchiwa na citoyen shanga mjono mundu uyenshi bana yenga tufanaje atakaye Cependant, on a trois questions en clarification de la faille. Chez Banama Bakou, Aïssa Zab, mon frère, Amada, Soubayot. C'est la quantité par rapport à Maoré. La Rupaïa saute. Cabano, ici, et je peux dire qu'il y a un développement durable tant que la fête de Maïs est pareille. Impossible. Il ne peut pas y avoir un développement durable de ce pays tant que nous n'avons pas réglé la fête de Mayotte. Nous avons dit que la présidente de l'Abraham, la Gongaya, un bœuf à trois pattes peut être handicapé, il ne peut pas marcher à trois pattes. Donc, il y a une manipulation, on est ici. Il faut diriger ici. C'est le besoin d'intégrer une stratégie à l'Oukaya. Il faut une solution pour utiliser ici aussi. La ville, nous avons reconnu à Kanzani, ici, Manama, qui est député de la face. Ça, ça ne va pas mon nom. Il y a les lieux, il m'a dit, nous sommes dans un monde multipolaire. Il y a des mots. Il y a fait la BRICS, dans le cadre de la société nationale. Je ne sais pas, on doit savoir. Les BRICS, on va faire un peu hindi. Qu'est-ce qu'il représente? Ça fait qu'il y a un PC là-dedans. Ce qu'il y a ça fait qu'il y a quatre que je me permette. Nous, on fait qu'il y a un PC là-dedans, soit ça y est, quand il y a la face, on va ça y est. C'est pas comme ça, ça fait l'université. Il y avait dit, Hazard, avant non, le Kaya, le Comores n'est pas pauvre. Je dis et redis, les Comores ne sont pas pauvres. Les Comores ne sont pas pauvres. Il y a ces à tout pire. En tout cas, M. Manama, ambassadeur Josué Razaman, Chaman de Zavhak, Zimagan, c'est pas pauvre. C'est une question de gouvernance. Nous avons des richesses immenses dans ce pays. Le pétrole, on en a parlé. Le gaz, il est maintenant prouvé. Au quantité de la gaz et du pétrole. C'est le futur de ce pays. Vous avez vu ce que vous avez
Chaque jour qui gouverne, c'est après la médecine, ils avaient une voie, la lycée, nous sommes pas si qu'à cherche, c'est le cas à la coulière. Et quand je développé à faire les pétroliers, c'est le guillot, dans la statue à nous, les gaz, ils n'y ont la Qatar. Les gaz, les pétroliers, ils ont des études sur ça. J'ai dit, quand il y a des gaz, il faut soit développer en payant. Il y a des futuriers. Donc, encore une fois, et comme on se voit, c'est une question de gouvernance. Dans le moment où on a gagné, on a dit alors, quand il se passe à 4 fois, 4 fois, 4 fois, ça, ni one heart, one to work. Les gens qui ont fait la position de l'Océan, ça va mal. Salam alaikum. Tout d'abord, merci monsieur le modérateur de m'avoir donné la parole. Et je m'adresse à vous, monsieur le conférencier, parce que vous dites que vous êtes là en votre nom. Et en tant qu'expert de finance, je vous demande, enfin je vous dis, pour évoluer, il faut des ambitions. Et pour avoir des ambitions, il faut être libre financièrement. Mais la monnaie comorienne, c'est le franc. Comment pouvons-nous nous affranchir de cette tutelle sans pour autant succomber aux crises qui sont sur nous? Et ma deuxième question est que lorsque vous dites que nous avons de la chance que Mayotte soit française, comment pourrions-nous prétendre jouer une carte sur la scène internationale avec une intégrité physique diminuée? Merci. C'est pour finir avec cette série de questions. Bravo, ça. C'est un petit lion. Mesdames et messieurs, chers enseignants, distingués invités, étudiants et étudiantes, chers membres de l'État, salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Hassan Saïd Abdelkarim, étudiant universitaire de lettres modernes françaises de licence 1. Aujourd'hui est une journée remarquable. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation, les partenaires et surtout vous, Monsieur Saïd Ahmada. Ma question se pose sur le point du développement des Comores, qui est parmi les piliers de cette conférence. Comment pouvons-nous parler de développement quand l'éducation, pilier essentiel de toute nation, est la plus touchée par les dirigeants comoriens? Merci, je vais essayer de répondre rapidement aux questions. On sait que l'université, c'est un lieu de discussion. Tout à l'heure, et en si vous voulez interroger la position de la France sur le sujet, notamment de Mayotte, je pense qu'à l'occasion d'une conférence sur le changement, il sera pertinent de faire venir l'ambassadeur sur le sujet. Et moi, mon seul propos, c'était, parce qu'on peut se gargariser, Mayotte comorienne, faut qu'elle revienne, etc. Sauf que ça fait maintenant plusieurs décennies que ce n'est pas le cas. Donc concrètement, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est le pragmatique. Il faut être très cynique en relation internationale. On peut avoir un plan, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. La situation, elle est celle-là. C'est pas moi qui l'ai créée, vous la subissez, mais elle existe. Elle existe. On peut faire semblant d'eux et rêver, mais elle existe. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? C'est ça que j'essaie de provoquer en vous. La situation actuelle, la situation à moyen terme, la situation à long terme, de projeter des choses, avoir un plan, comme ce que je vous refais, mais il faut aussi réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sur la position de la France exprimera, parce que moi je ne suis pas la France, mais je veux juste du coup ramener au moins ces éléments-là. Ensuite, sur le fait que les étudiants partent, etc., et puis c'est la colonisation, il faut payer, pas payer. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que, pas qu'ici, et je ne parle pas des étudiants, mais les premiers qui sont à taper sur la France, peu importe le sujet d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Mayotte, sont les premiers à faire la queue pour recevoir des Western Union de ceux qui viennent de France. Il faut être cohérent.
Il faut être cohérent. Si, collectivement, certains ici ont une position par rapport à la France en disant mais la France n'est pas notre ami, la France occupe ailleurs, la France veut notre perte, etc. Il ne faut pas envoyer des étudiants en France, il ne faut pas recevoir les Western Union de France pour pouvoir tomber ici grâce à ce qu'ils peuvent faire en France et continuer à critiquer le pays. Il faut être cohérent. Moi, je n'ai pas de problème avec cette position. Je n'ai pas de problème. Mais ceux qui parlent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas besoin de soi. Ce sont ceux qui reçoivent le Western Union et qui veulent se dire ah non, on s'est critiqué. Parce que ceux qui reçoivent aujourd'hui, ils sont besoin de soi. Donc il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Moi je continue à penser, j'en suis un exemple, on a encore beaucoup de choses à faire avec ce pays, comme on a encore beaucoup de choses à faire avec d'autres pays qui sont des pays amis, qu'on le veuille ou pas. Les seuls qui ont écrit la vie jusqu'à la fin, c'est la France. Il y en a qui viennent, qui partent, selon si les intérêts sont scientifiques, etc. Mais la France, elle est pas. On peut continuer évidemment ces relations compliquées, conflictuelles, plein de choses à régler, je n'ai pas de problème là-dessus. Et vous allez le faire, parce que moi je me refuse à le faire en tant que moyen, je m'exprimer, parce que c'est vous qui devez le faire, et je me refuse à le faire parce que je ne suis pas ici pour représenter la France. Mais il faut aussi regarder les choses à leur globalité. C'est ce que j'essaie de faire. Par rapport à la France, il faut le faire avec tous les pays. Tous les pays. Tous les pays. Avec tous les pays, on va avoir cette relation franche, on met sur la tête ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire ensemble, et on avance. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et il faut être un pays à part entière. On parlait tout à l'heure de petit État. Je suis d'accord. Dire qu'elle commence un petit État n'est pas forcément la bonne formule, sauf que le classement international qui fait que on est petit, moyen, grand, etc. C'est sur la base de cela que mais ne croyez pas une seconde que moi, en tant que Français d'origine comorienne qui m'exprime devant vous, je pense que les Comores ne sont pas un État qui a d'énormes potentialités. C'est pour ça que je suis là. Je crois beaucoup en vous et je crois beaucoup dans ce pays. Je crois beaucoup en nous. C'est ça qui m'anime, et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça aussi que je me suis engagé à la politique, c'est pour ça que j'avais créé la Chambre de commerce franco-comorienne pour aider ce pays avec ce que je pouvais amener. Mais aider un pays, même quand on est d'origine comorienne, c'est pas la même chose que prendre les décisions à la place de ceux qui vivent ici. C'était pour répondre à une des questions qui avait été posée tout à l'heure. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la diaspora pour tout faire, pour vous aider à avancer, pour faire en sorte que demain, vous ayez un espoir qui soit plus grand qu'aujourd'hui. Parce qu'on pose la question de personnes qui meurent dans la mer, etc. Mais la faute à qui? La faute au pays du Nord. On peut refaire l'histoire. Mais il y a des pays, notamment les pays anglophones, qui se sont relevés de crises, qui sont sans commune mesure avec ce que les Comores ont connu, et qui aujourd'hui sont des pays d'excellence. Je pense au Rwanda, je pense à l'Afrique du Sud, etc. Eux, ils n'ont pas attendu d'eux, ils n'ont pas fait des procès d'intention, ils ont bougé, ils ont travaillé. Ils ont réformé leur pays. Nelson Mandela a passé des décennies en prison pour défendre une cause. Il faut défendre cette cause. N'attendez pas que les autres le fassent. Et là, mon sujet. Et donc, sur la question du franco-comorien, et je terminerai sur l'éducation, moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'on n'ait plus de français à faire. Mais pour ça, et je le dis en tant qu'économiste, il faut avoir une économie solide. Tout simplement, une économie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le franc se base sur l'économie du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on revient après éventuellement sur le rôle de la France, pas la France. Mais Banco, allez-y, proposez-moi, vous proposez aux Comoriens, parce que c'est notre responsabilité, un plan où on sort du franc CFA. Proposez-le. Parce que, mis à part le dire à un micro, moi j'attends de voir les experts de ce pays sortir quelque chose. D'autres pays l'ont fait. Hein. D'autres pays l'ont fait. On termine sur l'éducation. Qui, à mon avis, peut-être l'intervention, et comme par hasard elle arrive à la fin, qui est peut-être l'une des plus importantes. Et c'est pour ça que je tenais à venir ici, et demain je serai au lycée Saint-Denis, mon échec. Ce qui fait qu'un pays est agile, arrive à s'adapter, arrive à se développer, c'est d'abord parce qu'il est arrivé à éduquer les masses. D'abord, l'éducation. Elle est indispensable, primordiale, et peu importe. Et dans l'éducation, je ne veux pas juste la formation universitaire, je veux aussi l'éducation, et par la chionie, parce que c'est aussi une éducation qui est propre. Moi, j'ai passé de 3 ans à 15 ans, 2 fois par semaine, toute la journée, le samedi, dimanche, au Chioni en Marseille. C'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui fait que je garde quand même l'amour de ce pays parce que je sais d'où je viens. Et c'est le cas de beaucoup de membres de la diaspora. Ça, c'est nous, c'est notre culture, c'est notre éducation. Pour affronter maintenant les défis du monde, cette éducation, elle doit être adaptée aux besoins du pays. Elle doit être adaptée aux besoins du pays. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Les choix prioritaires qui doivent être faits par vos dirigeants
notamment celui de faire de l'éducation un pilier de ce pays, n'ont pas été faits. N'ont pas été faits. C'est un constat. Je subissais. Donc on pense qu'on peut à notre niveau, mais de la même manière que je ne lésine pas la place du président de la République française, je ne lésine pas la place du président de la République. Je travaillerai avec ceux qui ont envie de travailler. Je travaille ici avec on a des référents pour soutenir les projets communautaires villageois. J'étais à Welland hier pour rencontrer qui représentent tous les villages, les 21 villages. Je ferai ce que je peux à mon niveau, vous apporter ce que je peux vous apporter, mais je ne demande que ça pour vous aider. Donc aidez-moi à vous aider. Salam alaikum. Très bien. Bon, il nous reste à remercier l'ensemble des participants socio-conférenciers, aux parlementaires qui fut, qui est, même s'il a dit tout à l'heure, et surtout aux citoyens engagés pour le développement du pays. Merci pour cette ouverture d'esprit et toutes les questions traitées, les questions posées, traitées ici avec un esprit scientifique confirmé. Merci aux étudiants pour votre participation. C'est donc, je reviens là-dessus, c'est un cycle de conférences que nous organiserons dans le cadre des 50 ans de l'indépendance de Comores. Je vous annonce en préparation une autre conférence qui sera animée par le professeur Sultan Chouzour, qui sera consacrée justement à la question de l'éducation, la thématique de la double route de l'éducation. Et je ne suis pas très d'accord de dire que l'éducation a été mal traitée dans ce pays. Ça, c'est faux, très faux. Ludovic Kafchan qui est là, il peut en témoigner comment l'éducation est en charge dans ce pays. Je ne vais pas très bien parce que la thématique vient de voir en conférence. Merci à vous. La Fatiha de la fermeture de... Fatiha. Ayo, Magnétieri. Et